Émilie se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Les lèvres douces et chaudes de Claire étaient pressées contre les siennes, un baiser tendre et innocent dans le silence de la nuit. Pendant un instant le temps s'arrêta et Émilie resta figée, incapable de bouger, se demandant si elle rêvait encore ou si c'était la réalité brutale qui la frappait au visage. La soirée de la veille avait commencé de manière si ordinaire. Pierre, son mari, était parti en voyage d'affaires à Marseille pour 3 jours, laissant la maison vide et silencieuse à Lyon. Émilie avait invité Claire, sa meilleure amie depuis l'université, pour un dîner simple afin de combler le vide. Elles avaient partagé une bouteille de vin rouge de Bourgogne, parlé de tout et de rien, des enfants d'Émilie âgés de 10 et 8 ans, de la carrière d'architecte d'Émilie qui stagnait et des expositions d'art que Claire organisait en tant que galeriste indépendante. Claire avait ri avec son enthousiasme habituel, ses yeux bleus pétillants sous ses cheveux blonds courts. À mesure que la soirée avançait et que le vin faisait son effet, Claire avait proposé de rester dormir plutôt que de rentrer seule tard dans la nuit. Émilie avait accepté sans hésiter. Elles avaient partagé le grand lit de la chambre d'ami Pierre, absent. Maintenant, dans l'obscurité de la chambre, Émilie sentait encore la chaleur de ce baiser inattendu. Claire dormait paisiblement à ses côtés, son souffle régulier comme si rien ne s'était passé. Émilie recula lentement, le corps tremblant. Était-ce un accident, un geste inconscient pendant le sommeil ou quelque chose de plus profond? Elle se leva sans bruit, enfila sa robe de chambre et descendit à la cuisine. Assise devant une tasse de thé, elle repensa à sa vie. Mariée à Pierre depuis 12 ans, elle avait rencontré cet homme d'affaires ambitieux lors d'une conférence à Paris. Il était stable, sérieux mais froid, distant. Les années avaient érodé toute passion, leur conversation se limitait aux enfants, aux factures et aux obligations sociales. Émilie se sentait invisible dans son propre mariage, elle avait sacrifié ses rêves pour la stabilité familiale. Ses parents traditionnalistes de la région lyonnaise insistaient toujours sur l'importance du foyer uni. Le lendemain matin, Claire descendit les escaliers, l'air embarrassée. « Excuse-moi Émilie, je crois que j'ai fait quelque chose de bizarre cette nuit. J'ai des antécédents de somnambulisme et parfois de gestes inconscients. » Émilie sentit son visage rougir. « Ce n'était rien Claire, ne t'inquiète pas. » Mais au fond d'elle, une tempête faisait rage. Ce baiser avait réveillé quelque chose qu'elle avait enfoui depuis des années, des sentiments confus envers les femmes, des regards prolongés à l'université, des amitiés intenses qui frôlaient la limite. Elle avait choisi Pierre pour plaire à sa famille, pour suivre le chemin attendu. Maintenant seule avec Claire dans la maison vide, elle sentait une attirance nouvelle, une curiosité mêlée de peur. Les jours suivants, Émilie évita les appels de Claire. Pierre rentra de son voyage toujours aussi distant, il embrassa les enfants distraitement et s'enferma dans son bureau. Émilie observait sa vie avec un regard neuf. Les dîners silencieux, les nuits sans intimité, les sourires forcés devant les amis. Sa belle-mère Madeleine, venue en visite, critiquait subtilement son rôle de mère, insistant sur l'importance de soutenir son mari. Émilie se sentait piégée par les attentes sociales, les jugements de leur cercle conservateur à Lyon, où les familles traditionnelles dominaient encore malgré les avancées légales en France. Claire envoya un message. « Il faut qu'on parle. » Émilie accepta un café dans un petit bistrot près de la place Bellecour. Assise face à face, Claire avoua. « Ce n'était pas seulement du somnambulisme Émilie. J'ai toujours eu des sentiments pour toi depuis l'université. Je les ai cachés parce que tu étais mariée, heureuse du moins en apparence. Ce baiser, c'était inconscient mais sincère. » Émilie resta muette, le cœur affolé. Elle ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait fuir, l'autre voulait explorer cette vérité nouvelle. Elle rentra chez elle bouleversée, les enfants l'attendaient avec leurs devoirs. Pierre demanda distraitement comment s'était passée sa journée. Elle mentit pour la première fois, se sentant déjà coupable. Les nuits suivantes, Émilie ne dormait plus. Elle revivait le baiser, analysait chaque sensation. Était-elle lesbienne? Avait-elle menti à elle-même pendant toutes ces années? La pression familiale pesait lourd, ses parents appelaient souvent pour savoir si tout allait bien avec Pierre. La société française, bien que progressiste, réservait encore des jugements discrets, surtout dans les milieux bourgeois lyonnais. Émilie sentait le poids des choix passés, le mariage jeune, les enfants, le rôle d'épouse parfaite. Ce baiser avait fissuré le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Elle décida de revoir Claire pour clarifier les choses, mais au fond elle savait que rien ne serait plus comme avant.
Émilie et Claire se retrouvèrent plusieurs fois au fil des semaines, toujours dans des lieux publics pour éviter les soupçons. Chaque rencontre intensifiait le trouble d'Émilie. Claire parlait ouvertement de ses sentiments, expliquant comment elle avait réprimé son attirance pour les femmes par peur du rejet familial. Ses parents étaient catholiques pratiquants et vivaient encore dans un petit village près de Lyon. Claire avait choisi l'art pour s'échapper de ce carcan, mais l'amour pour Émilie restait son secret le plus lourd. Émilie écoutait fascinée par la liberté de son amie mais terrifiée par les implications pour sa propre vie. À la maison, la tension montait. Pierre remarqua le changement subtil chez sa femme, son air distrait, ses sorties plus fréquentes. Il posa des questions sèches mais sans véritable curiosité. Les enfants Lucas et Sophie sentaient l'atmosphère lourde, ils devenaient plus silencieux, demandant souvent pourquoi maman semblait triste. Émilie se détestait de leur imposer cela, mais elle ne pouvait arrêter les pensées qui l'assaillaient. Elle se surprenait à imaginer une vie différente, une vie avec Claire, des promenades main dans la main à Fourvière, des dîners intimes sans mensonge. Une confrontation familiale arriva lors d'un dîner dominical chez les parents d'Émilie. Sa mère évoqua les voisins dont la fille avait divorcé pour une femme, causant un scandale. Tout le monde condamna cette décision, insistant sur le devoir envers les enfants et la famille. Émilie sentit son estomac se nouer. Son père ajouta que la société perdait ses valeurs traditionnelles malgré la loi sur le mariage pour tous. Madeleine, la belle-mère, renchérit, soulignant que Pierre était un bon parti stable et que Émilie devait être reconnaissante. Émilie garda le silence, mais intérieurement elle bouillonnait. Ces mots renforçaient son conflit intérieur, le devoir contre le désir, l'apparence contre l'authenticité. Claire proposa une escapade à Paris pour un week-end, prétendument pour une exposition d'art. Émilie accepta après avoir menti à Pierre en disant qu'elle allait voir une ancienne collègue. À Paris, elles marchèrent le long de la Seine, visitèrent le Louvre et partagèrent des moments de complicité intense. Dans leur chambre d'hôtel, Claire prit la main d'Émilie et l'embrassa doucement, cette fois éveillée et consentante. Émilie répondit avec hésitation puis avec une passion refoulée depuis des années. Ce baiser volontaire la libéra temporairement, mais la culpabilité revint aussitôt. Elle pensa à ses enfants, à Pierre, à la vie qu'elle avait construite. De retour à Lyon, Émilie trouva Pierre plus suspicieux. Il avait vérifié son téléphone discrètement, trouvant des messages ambigus avec Claire. Une dispute éclata, Pierre l'accusa de négliger la famille, de sortir trop souvent. Émilie défendit son amitié mais sentit le mensonge peser. Pierre partit en claquant la porte, laissant Émilie seule avec ses larmes. Elle appela Claire en pleurant, avouant sa peur de tout perdre. Claire l'écouta avec empathie mais insista sur la nécessité de choisir son bonheur authentique. Émilie raccrocha, déchirée entre l'amour naissant et les responsabilités familiales. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Émilie consultait discrètement des forums en ligne sur les expériences de femmes mariées découvrant leur homosexualité. Les témoignages la touchaient, mais les récits de divorces douloureux, de perte de garde d'enfants et de rejet familial l'effrayaient. En France, le droit était favorable, mais la réalité sociale, surtout dans les cercles conservateurs de Lyon, restait compliquée. Émilie se sentait isolée, trahie par ses propres choix passés. Elle décida de parler à une thérapeute en secret pour explorer ses sentiments, mais chaque séance renforçait son attirance pour Claire tout en amplifiant la culpabilité envers Pierre et les enfants. Une nuit, Pierre rentra tard, ivre pour la première fois depuis des années. Il avoua son insatisfaction, son sentiment que leur mariage était devenu une routine vide. Émilie faillit tout lui dire mais se retint par peur de la réaction. Au lieu de cela, elle proposa une thérapie de couple qu'il refusa sèchement. Le fossé s'élargissait. Pendant ce temps, Claire devenait plus pressante, voulant une relation officielle. Émilie hésitait toujours, pesant le coup d'une révélation publique, le scandale pour les enfants, la déception de ses parents. Le drame intérieur atteignait son paroxysme, chaque décision semblait entraîner une perte irrémédiable. La relation secrète avec Claire s'intensifia malgré les risques. Elle se voyait dans des hôtels discrets à la périphérie de Lyon ou lors de prétendues sorties culturelles. Chaque rencontre apportait à Émilie un mélange d'euphorie et de terreur. Claire lui offrait l'écoute, la tendresse, la passion que Pierre n'avait jamais donnée. Pour la première fois, Émilie se sentait vue, aimée pour qui elle était vraiment. Pourtant le mensonge rongeait son âme.
Elle inventait des excuses de plus en plus élaborées pour justifier ses absences. Les enfants commençaient à poser des questions innocentes. Pierre devint de plus en plus distant mais aussi vigilant. Il engagea discrètement un détective privé sans en parler à Émilie. Un soir, il confronta sa femme avec des preuves photos d'elle et Claire entrant dans un hôtel. La dispute fut violente. Pierre hurla des accusations de trahison, d'adultère, de destruction de la famille. Émilie pleura, avouant partiellement ses sentiments mais pas complètement la nature de sa relation. Pierre la traita de menteuse égoïste, menaçant de demander le divorce et la garde exclusive des enfants. Il contacta immédiatement ses parents et sa mère Madeleine arriva en urgence pour sermonner Émilie sur le devoir maternel et le scandale social. La confrontation familiale fut dévastatrice. Les parents d'Émilie arrivèrent avec Madeleine et le père de Pierre. Ils exigèrent qu'elle mette fin à cette folie pour le bien des enfants. Sa mère pleura, son père parla de déshonneur. Émilie se sentit acculée, trahie par son propre silence passé. Claire de son côté subissait la pression de sa propre famille qui soupçonnait quelque chose et la menaçait de couper les ponts. Les deux femmes se retrouvèrent dans un parc isolé pour discuter de l'avenir. Claire voulait qu'Émilie quitte Pierre immédiatement pour vivre ouvertement leur amour. Émilie hésitait, craignant de perdre Lucas et Sophie dans une bataille judiciaire. Les enfants apprirent la vérité de manière brutale lorsque Pierre leur expliqua que maman avait une amie spéciale et que la famille risquait d'éclater. Sophie, âgée de 8 ans, pleura, demandant pourquoi maman ne les aimait plus. Lucas se renferma dans le silence. Émilie essaya de leur expliquer avec douceur mais les mots manquaient. La trahison envers ses enfants la rongeait plus que tout. Elle sacrifiait leur stabilité pour son bonheur personnel. Était-ce justifiable? Une nuit, Claire proposa à Émilie de partir ensemble en Italie pour réfléchir loin de la pression. Émilie accepta mais au dernier moment recula par peur des conséquences légales et émotionnelles. Claire se sentit trahie, accusant Émilie de lâcheté, de préférer le confort du mensonge à l'authenticité. Leur première vraie dispute éclata. Claire partit en larmes, laissant Émilie seule avec sa culpabilité. Pierre demanda le divorce officiellement, citant l'adultère et l'instabilité mentale. Les médias locaux relayèrent discrètement le scandale, amplifiant la pression sociale. Émilie se réfugia chez une cousine éloignée pour quelques jours, réfléchissant à ses choix. Elle relut ses journaux intimes d'adolescente, découvrant des indices de son orientation qu'elle avait ignorés. La prise de conscience fut douloureuse mais libératrice. Elle décida de consulter un avocat spécialisé dans les divorces homoparentaux en France pour protéger ses droits sur les enfants. Pourtant, chaque avancée vers la vérité entraînait une nouvelle perte, amie qui prenait parti, famille qui se détournait. Le coût devenait exorbitant mais reculer signifiait retourner dans une prison émotionnelle. Le climax approchait. Émilie devait choisir entre son cœur et son devoir. Le divorce devint une bataille acharnée. Pierre utilisa toutes les armes légales et émotionnelles pour obtenir la garde principale des enfants, arguant que l'orientation d'Émilie créait un environnement instable. Les audiences au tribunal familial furent épuisantes. Émilie dut témoigner sur sa vie intime devant des juges et des experts. Ses parents assistèrent à certaines séances, le regard chargé de déception. Madeleine témoigna contre elle, dépeignant Émilie comme une mère égoïste qui avait trahi la famille. Claire tenta de soutenir Émilie mais la pression devenait trop forte. Sa galerie d'art perdit des clients conservateurs et sa famille lui coupa les vivres temporairement. Dans un moment de faiblesse, Claire suggéra à Émilie de renoncer à leur relation pour apaiser tout le monde. Cette proposition fut perçue comme une trahison par Émilie qui se sentit abandonnée au pire moment. Elles se disputèrent violemment. Claire partit en claquant la porte, laissant Émilie seule face à la tempête. Les enfants devinrent le centre du conflit. Lucas exprima sa colère contre sa mère, l'accusant de détruire la famille. Sophie se montra plus compréhensive mais souffrait de l'absence de routine. Émilie organisa des visites supervisées, essayant de maintenir le lien tout en expliquant son amour pour eux. Chaque rencontre la brisait un peu plus, le sacrifice maternel pesait lourdement. Elle se demandait si son bonheur personnel valait la souffrance infligée à ses enfants. La société lyonnaise réagit avec un mélange de curiosité et de jugement. Des rumeurs circulaient dans les cercles professionnels d'Émilie, certains collègues prirent leur distance, d'autres la soutinrent discrètement.
Les réseaux sociaux amplifièrent le scandale avec des commentaires anonymes condamnant son choix. Emily perdit confiance en elle, doutant de chaque décision passée et présente. Sa thérapeute l'aida à explorer la notion de coming out tardif et les étapes du deuil de l'identité hétérosexuelle qu'elle avait construite. Une confrontation finale eut lieu lors d'une médiation familiale. Pierre accusa Emily de l'avoir utilisée comme couverture pendant des années. Elle répondit avec calme, expliquant son déni intérieur et son amour authentique pour Claire. Les parents intervinrent, implorant un retour à la normale pour les enfants. Emily refusa fermement, pour la première fois affirmant son droit à vivre selon sa vérité. Cette déclaration provoqua une rupture définitive avec sa belle-famille et une partie de sa propre famille. Claire revint après quelques semaines d'absence, s'excusant de sa faiblesse. Elles se réconcilièrent dans une étreinte émue, mais la relation restait fragile sous le poids des épreuves. Emily obtint un droit de garde partagé, mais avec des conditions strictes. Le coût financier et émotionnel était immense. Elle dut vendre la maison familiale et déménager dans un appartement plus modeste. Les amis d'avant se firent rares, certains la soutenaient ouvertement, d'autres disparaissaient. Au milieu du chaos, Emily trouva une force nouvelle. Elle reprit contact avec des associations LGBTQ à Lyon, participant à des groupes de parole. Ces rencontres lui permirent de rencontrer d'autres femmes ayant vécu des parcours similaires, renforçant sa résilience. Pourtant les doutes persistaient. Était-elle égoïste? Avait-elle sacrifié trop pour son épanouissement personnel? Pierre refit sa vie rapidement avec une collègue plus jeune, accentuant le sentiment de remplacement chez Emily. Les enfants s'adaptèrent lentement, mais les cicatrices restaient visibles. Le drame avait tout changé, forçant chaque personnage à payer le prix de ses choix et de ses silences. Emily emménagea dans son nouvel appartement avec les enfants une semaine sur deux. La vie quotidienne devint un équilibre précaire entre travail, parentalité et sa relation naissante avec Claire. Elles vivaient maintenant ensemble discrètement, évitant les provocations inutiles. Claire apportait joie et stabilité, mais les ombres du passé planaient encore. Emily se réveillait parfois la nuit, hantée par les souvenirs de la confrontation et les larmes de ses enfants. Ses parents finirent par accepter partiellement la situation après des mois de silence. Sa mère l'appela un soir pour une conversation hésitante, admettant que l'amour sincère importait plus que les apparences. Son père resta plus distant, mais cessa les critiques ouvertes. Madeleine refusa tout contact, coupant définitivement les ponts. Pierre maintenait une relation polie pour les enfants, mais la blessure restait profonde. Emily reprit son travail d'architecte avec une nouvelle énergie, participant à des projets inclusifs. Elle publia anonymement un témoignage sur les forums, aidant d'autres femmes dans des situations similaires. Claire exposa des œuvres inspirées de leur histoire, rencontrant un succès critique. Leur couple s'épanouissait dans la simplicité des gestes quotidiens, mais les défis persistaient: les regards dans la rue, les questions des enfants sur leur famille particulière. Lucas et Sophie s'adaptèrent progressivement, posant des questions sur l'amour et l'orientation. Emily répondit avec honnêteté et douceur, les rassurant sur son amour inconditionnel. Les enfants rencontrèrent Claire lors de visites encadrées, développant une relation prudente mais positive. Le chemin vers la guérison était long mais réel. Emily réfléchit souvent au choix qui l'avait menée là. Le baiser inattendu avait été le catalyseur d'une chaîne d'événements douloureux mais nécessaires. Elle avait perdu une vie confortable, des relations familiales et une partie de son identité ancienne. En échange, elle avait gagné l'authenticité, l'amour vrai et une paix intérieure. Le prix avait été élevé: les trahisons, les sacrifices, les confrontations avaient marqué chaque personnage irrémédiablement. La société autour d'elle évoluait lentement, la France progressait, mais les préjugés persistaient dans les cercles traditionnels. Emily devint une voix discrète pour la visibilité lesbienne, encourageant le dialogue. Claire resta à ses côtés, offrant soutien et passion. Leur vie ensemble était imparfaite mais authentique. Aujourd'hui, Emily se tenait devant la fenêtre de son appartement, regardant Lyon s'éveiller. Elle pensa à toutes les décisions, les bonnes, les mauvaises, les controversées. Le chemin avait été semé d'embûches, mais elle ne regrettait pas d'avoir suivi son cœur malgré les coups. Est-il juste de sacrifier une famille stable pour suivre son cœur authentique, ou faut-il rester dans le mensonge pour le bien des enfants?